la communauté juive du Québec. Quelle place occupe la communauté juive dans l'histoire du Québec? Quel rôle lui réserve-t-on dans la dynamique actuelle? Quelles sont ses attentes et ses espoirs? Au cours d'une série de 14 émissions de Victor Teboul, nous soulèverons ces questions en faisant appel tour à tour à des spécialistes de l'histoire québécoise, à des porte-paroles de la communauté juive, ainsi qu'à des témoignages de juives et de juifs québécois. Aujourd'hui, les socialistes juifs, première partie. Une façon de saisir l'évolution de la communauté juive du Québec est de suivre les divers lieux de la première congrégation, la Spanish and Portuguese Shearith Israël, dirigeant sa synagogue au cours des ans. On sait que la congrégation s'appelle ainsi parce qu'elle est rattachée aux communautés juives américaines du même nom. Vers la fin du XVIIIe siècle, la Spanish and Portuguese est située au coin de la rue Notre-Dame et d'une rue qui s'appelait la petite rue Saint-Jacques, dans ce que nous appelons aujourd'hui le Vieux-Montréal. Robach sera très lié à Fred Rose, également d'origine juive, qui sera le premier et seul député communiste à être élu à 2 reprises au Parlement fédéral canadien. Mademoiselle Robach, que représentait l'URSS pour les jeunes juifs des années 30 à Montréal? À Montréal, dans les années 30, c'était comme le paradis, hein? Là, ici, là, il faut changer ça parce que il nous faut un pays au Canada comme ils sont en URSS. Ça, c'était le paradis. C'était l'exemple qu'on donnait. Ça, c'était pour les juifs communistes, bien entendu. Hein? On parle des juifs communistes. Et même certains juifs communistes qui étaient dans le mouvement syndical, c'était ça. C'était le fait que, regardez donc, en URSS, les Juifs, ils ont le grand théâtre, et c'est vrai qu'il y avait du beau théâtre, c'est vrai qu'il y avait de belles bibliothèques. Moi, je me rappelle, je suis allée à Minsk. Alors, Minsk était la grande ville. Il y avait une grande culture. Et Vilna aussi, c'était très intellectuel. Et alors, à Minsk, moi, je n'ai pas compté tous les volumes, mais il y en avait. Dans la bibliothèque, un très beau grand building. Et là, il y avait, qu'on m'a dit, moi, il y avait 1 million de livres. Et c'était tous des livres juifs. Alors, pensez donc. Il y avait des jeunes juifs montréalais qui allaient en moi, pourquoi suis-je allée à Minsk? Moi, premièrement, j'y suis allée en URSS. Et c'est moi-même qui ai payé mon voyage, que j'ai emprunté cet argent-là de 2 camarades que j'avais, des personnes très gentilles. On m'a prêté, je pense que c'est 110 $. Moi, j'ai dit aujourd'hui, j'y vais. Le voyage de retour, je m'en fais pas, j'écrirai à d'autres personnes, ou bien alors, je fais du coup, je fais n'importe quoi. Mais je vais m'y rendre. Et alors, j'y suis allée. Et là, il y avait Volonsky. Son père, lui, c'était Bill. Son père avait le journal juif. Moi, j'appelais ça le chemin de place. C'était vraiment un truc de dire. Mais ça plaisait aux juifs bourgeois et petits bourgeois. Et même certains ouvriers, ça leur plaisait de lire ce journal qui est mort, qui a en fait allé chercher à Montréal. Et Bill, qui était un gars de cette famille tellement bourgeoise, circonspecte, et puis oh là là, fallait marcher la ligne droite. C'est pas facile.
Alors Bill, lui, a laissé tomber tout ça, et puis il a fait partie du mouvement de gauche communiste. Et il y avait, comme il y avait aussi énormément de jeunes juifs, et d'autres, mais des juifs qui sont des États-Unis, par exemple. Est-ce qu'il y avait des Canadiens français dans ce mouvement? Ici à Montréal, oh oui, c'était pas nombreux, c'est-à-dire, ça commençait dans les années 30, on avait un mouvement francophone, c'était un début. Vous savez, il faut comprendre une chose, que la majorité était des personnes anglophones, allophones. On avait beaucoup de Tchécoslovaques, de Thaïlandais, on avait des Russes, des Ukrainiens, il y avait un groupe d'Italiens, pas d'Espagnols parce qu'il n'y en avait pas, mais il y avait un groupe ici. Pourtant, ces Juifs avaient quitté la Russie communiste. Pas nécessairement, il y en avait qui n'aimaient pas la manière de vivre là-bas. Je vais vous dire pourquoi, il faut comprendre. C'était pas seulement le fait qu'on n'aimait pas le communisme. Il y en a qui sont partis parce qu'ils ont dit on avait de l'argent, on avait un commerce, et on n'est pas pour se faire dire par XYZ, là, sauvage XY, là, qui vont me dire quoi faire avec mon commerce. Dieu, non, sir. Ça fait qu'ils sont venus par ici. Par contre, il y avait des Juifs qui étaient ici depuis assez longtemps et qui avaient ce sens de socialisme peut-être et qui voyaient cette lueur parce que les choses ne marchaient pas rondement ici, vous savez. Ça, c'est les années 30. Les années 20, c'est pas facile ici. Et des gens qui étaient venus de la Russie, qui étaient venus de la Pologne, qui étaient venus de la Hongrie dans les années 19, 20, et d'autres qui sont venus par avant aussi. Et vous voyez là, ça ne marchait pas chez eux. Il n'y avait pas de manière de vivre une pleine vie. Hein? Ça fait, mais les francophones, il y en avait, et il y avait des moi j'en ai connu un bon nombre, les femmes, les hommes, les jeunes, qui vraiment ont fait des progrès énormes dans le mouvement de gauche, que ce soit communiste ou socialiste, mais surtout communiste. Si on avait une assez bonne jugeote, et même une jugeote, un point de vue, et puis si on était motivé de travailler et de faire quelque chose, on avait la chance de se développer et de devenir quelqu'un. On avait cette chance-là. Que dans d'autres mouvements, vous étiez là. Prenez par exemple le Parti libéral, la jeunesse libérale. Ben, le petit ouvrier, lui, comme Marie, il ne pouvait jamais entrer dans ça. Moi, j'ai connu Claude Jodoin, qui a été le président de la jeunesse libérale. Ben, ça a été quelque chose qui l'a maintenu jusqu'à temps que quelqu'un l'a... Et c'était un juif qui l'a amené dans l'Union de l'Europe, parce qu'il dit, Erich Kosher. Lui, il est cachère, il n'y aura pas de gauche dans ça, il va venir, puis il fera ça pour vous virer vous faire. Alors, c'était M. Schubert. Schubert qui était conseiller de la municipalité à Montréal. C'était aussi l'époque de Normand Béthune. Ah oui, cher Norman Béthune. Lui, c'était un homme qui venait d'une classe bourgeoise. Vous avez vu, son père était pasteur, qui venait de l'Ontario. C'est un gars qui avait des connaissances et qui voulait la justice. Moi, j'ai eu l'honneur en 34, je crois, en 34, d'ouvrir la première librairie marxiste à Montréal. C'était dans la rue Fleury,
tout près, vous savez où est la caserne des Black Watch? Hein? Bon, ben, il y avait un petit magasin, et puis on avait un architecte qui était venu, qui nous a décoré ça. C'était une librairie vraiment très coquette, très belle, mais avec des livres marxistes et les revues, puis le Worker, et puis tous les revues qu'on recevait, Regard, et puis des petits livres de Lénine, et puis de Staline, de Hegel, et puis Engels, et Marx, tout ça. Alors on avait tout ça dans le magasin, et puis on vendait aussi de très beaux romans, de très belles biographies, et Bethune arrivait, il venait lui, il achetait ça par des dizaines. Et moi, la première fois qu'il est venu à la librairie, cet homme-là, très pouf, qui descend les escaliers, puis non. Puis il comment s'appelle son choix? Il dit, bon, je vais prendre ceux-là, vous allez me les envoyer. Il était toujours très bien habillé, bien sûr, c'était un bar. Alors, il dit, vous allez m'envoyer ces livres, et puis vous allez mettre ça à mon compte. Je le regarde, moi. Je lui ai dit, on n'a pas de service d'envoi, mon cher monsieur, et puis nous n'avons pas non plus de compte. Ici, on fait comptant. Il dit, moi, je suis docteur Bethune. Bon, je lui ai enchanté, mais il s'arrête comme ça. Il me regarde, et il dit, you'll hear from me. Puis il me fait ça, you'll hear from me. Je dis, OK. Alors, moi, dessus, je téléphone à Pedro, et parce que lui était le leader à l'époque. Alors, je dis à Freddy, écoute, je viens d'avoir une engueulade avec un nommé docteur Bethune. Il dit, oh Léon, qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Ça, c'est un homme extraordinaire. Ben, j'ai dit, il n'a pas été extraordinaire, il a été bien fait. Alors, je lui ai dit, oh my God. Moi, je dis une fois avec lui, je ne veux pas le voir au magasin. Ça fait que Fred est venu, et puis il a pris les livres, s'il vous plaît, il les a apportés à Bethune, parce que Bethune était en train, ce homme-là, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a commencé à faire un travail pour que les gens, les médecins, les infirmières, les travailleuses sociales, puissent étudier les problèmes sociaux. FM de Radio-Canada. Rimouski, Chicoutimi, Drummondville, Moncton, Montréal, Ottawa, Hull et Québec. Voix tous les auditeurs. En première, ce soir, Janine Chérel et Bernard Faure liront La Maison de Marbre Rose et Rue du Paradis de Nadine Monfils. Alpha Mont. Chienne d'aimer, je trouve vous demander de parler de celle qu'a éprouvée, semble-t-il, Viviane Roqueret, en écrivant le roman qui porte ce titre-là, publié aux éditions de La Gargouille. Il s'agit d'un nouvel auteur, d'une nouvelle maison d'édition. On peut peut-être commencer. La nouvelle maison d'édition, les éditions La Gargouille, une maison d'édition de Québec. Font aussi les hôpitaux anglo-protestants à l'égard des médecins juifs. La discrimination affectant les jeunes internes sera une des raisons pour lesquelles la communauté juive jugera nécessaire de construire son propre hôpital au coin des chemins Côte-des-Neiges et Côte-Sainte-Catherine. Les États-Unis aussi ne sont pas imperméables à l'intolérance et les Noirs ne sont pas les seuls à en être victimes. L'Américain blanc et protestant des années 20 et 30 éprouve une véritable phobie des étrangers, plus particulièrement des Asiatiques et des Latino-Américains, comme en fait foi tout bon film de cette époque. Un des cas les plus célèbres aux États-Unis où les préjugés ont joué leur part est sans doute celui de Sacco et Vanzetti, ces deux immigrants italiens qui seront exécutés au mois d'août 1927
et dont les origines autant que leurs convictions politiques étaient à la source de leur arrestation. Les années 30, c'est aussi l'époque où le pilote célèbre Charles Lindbergh, qui vient tout juste d'inaugurer le premier vol transatlantique, affiche ouvertement son admiration du régime nazi qui prend le pouvoir en Allemagne. Enfin, tout juif anglophone qui a vécu cette période se souvient des diatribes antisémites du père Coughlin, diffusées à la radio à des millions d'auditeurs. Au Québec, la crise économique qui caractérise les années 30 engendre des mouvements de révolte comme ceux des Jeunes Canada. D'une idéologie pour le moins confuse, les Jeunes Canada accusent les Juifs d'être à la fois de gros détenteurs de capital et des révolutionnaires communistes. Comme le disait l'un des dirigeants de ce mouvement dans un discours prononcé le 20 avril 1933, « Si ce n'était que l'argent juif qui nous asservissait, nous aurions moins à nous plaindre. Mais chaque jour, l'internationalisme juif, que d'aucuns appellent communisme, fait des progrès même chez les nôtres. » Fin de la citation. Plusieurs intellectuels du Québec qui marqueront plus tard la pensée québécoise se laisseront influencer par l'antisémitisme ambiant de l'époque. C'est dans cette atmosphère qu'éclate l'affaire Rabinovitch le 14 juin 1934. Ce soir-là, en effet, les médecins internes de l'hôpital Notre-Dame déclenchent une grève afin d'obliger l'administration de l'institution à congédier un jeune médecin juif à cause de sa nationalité. Parce que la direction refuse de se plier à leurs menaces, la grève s'étend à l'Hôtel-Dieu, aux hôpitaux de la Miséricorde, de Sainte-Justine et de Saint-Jean-de-Dieu, où les internes emboîtent le pas par sentiment de solidarité. Le jeune docteur Samuel Rabinovitch soumettra lui-même sa démission à l'hôpital afin de régler le conflit. Montréal, le 18 juin 1934. Au bureau d'administration de l'hôpital Notre-Dame. Messieurs les administrateurs, vu la situation grave, alarmante et dangereuse à laquelle les patients de Notre-Dame et d'autres hôpitaux sont exposés par suite du refus de certains internes d'obéir aux ordres de leurs supérieurs et les embarras qui en résultent pour les différents conseils au bureau de Notre-Dame et des autres hôpitaux, je considère de mon devoir de médecin de vous offrir ma démission comme interne de votre maison. Puis-je profiter de l'occasion pour vous dire combien j'apprécie la très belle attitude que vous avez prise dans cette affaire et vous déclarer que cette attitude n'est pas étrangère à la décision que je prends en ce moment, car le moins que je puisse faire, c'est de ne pas vous créer de nouveaux embarras. Le soin des malades a toujours tenu une première place dans la vie morale du peuple juif, et j'ai confiance que ma décision recevra l'approbation unanime de mes co-religionnaires. Je regrette que tant de médecins canadiens-français aient manqué à la première obligation du serment d'office qu'ils ont prêté tout récemment. Et je suis fier que ma démission puisse assurer aux pauvres malheureux présentement retenus comme patients dans les hôpitaux affectés par la grève les soins dont ils ont grandement besoin. En vous remerciant de nouveau pour les nombreuses marques de considération que vous m'avez données et en vous priant de croire que je serai toujours à votre disposition, je demeure votre tout dévoué serviteur, Samuel Rabinovitch, MD. Le seul journal qui dénoncera l'intolérance des internes de l'hôpital Notre-Dame sera l'Ordre d'Olivar Asselin, qui publie coup sur coup 2 longs éditoriaux en première page les 22 et 23 juin 1934. Mardi dernier, en réponse à une invitation que nous avions faite au docteur Bellil de Notre-Dame, 3 délégués des grévistes, le docteur Bellil lui-même et ses confrères, les docteurs Dumas et Cartier, représentant, croyons-nous, 3 hôpitaux différents, mais ce détail n'a pas d'importance, venaient, au nom de l'internat tout entier, nous exposer leur cause. Ces messieurs ne voulaient pas admettre que la haine des Juifs leur eût dicté leur décision. Ils affirmaient avoir seulement voulu défendre les médecins canadiens-français contre une concurrence éventuelle qui, paraît-il, se manifeste déjà par l'établissement d'une certaine clinique Sainte-Thérèse dans un quartier canadien-français par un médecin israélien qui, précédemment, a fait du service dans un autre hôpital catholique. Ils ajoutaient, ce qui infirme quelque peu leur prétention à leur absence de préjugés, que les patients catholiques répugnent à se faire traiter par un juif et que pour leur part, ils ne voulaient pas vivre pendant 1 an avec un juif. L'argument de la concurrence vaut ce qu'il vaut et nous ne voulons pas le discuter. Les protestataires reconnaissent d'ailleurs n'avoir pris aucune mesure pour faire connaître au Conseil du Collège des médecins l'exploitation du sentiment religieux qu'ils reprochent aux praticiens juifs. Quant à l'argument des antipathies de race, il semble tomber de lui-même, puisque le docteur Rabinovitch a passé l'année dernière à Notre-Dame comme stagiaire ou interne étudiant sans incommoder personne. En réalité, l'internat comprenant plus de 30 personnes, étudiants ou médecins,
l'engagement du docteur Rabinovitch ne pouvait en modifier sensiblement le caractère. La grève des internes canadiens-français ne pouvait donc avoir pour mobile qu'une haine de race. Pour Asselin, l'infériorité économique dont sont victimes les Canadiens français serait confondue antisémitisme et patriotisme. Notre-Dame, où ce docteur Rabinovitch est admis comme interne. Et on ne l'accepte pas, on menace les médecins, on peut faire une grève. Les infirmières se joignent, et des médecins d'autres hôpitaux. Enfin, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Et finalement, il devra démissionner parce qu'il n'est vraiment pas accepté. Maintenant, ce n'est pas particulièrement étonnant. Il y a cette question de la rareté des emplois. Et même les médecins pendant la crise, c'était des gens qui étaient affectés par la crise, parce que quand les patients n'ont pas d'argent pour payer, c'était avant l'assurance maladie et l'assurance santé, les médecins étaient directement affectés par la crise. Certains médecins vivaient dans des conditions difficiles. Alors, les postes étaient rares et ils étaient protégés. Alors, je pense que ça explique en partie cette attitude-là. Mais l'autre partie, c'est aussi que les hôpitaux sont dirigés par des religieuses. C'est un milieu très catholique. Alors, le juif, c'est tout le contraire du catholicisme. Il n'est pas accepté d'emblée dans ce milieu-là. Encore qu'il y a eu des cas d'exception, parce que si vous regardez, par exemple, quelqu'un comme Norman Bethune, qui a travaillé à Sacré-Cœur, qui était là aussi dirigé par des religieuses, et Bethune était un original avec des idées assez particulières, mais enfin, ce cas-là illustre bien ce qui se passe pendant la crise. Est-ce que ça a divisé l'opinion? Non, pas tellement, à vrai dire, là, ça n'a pas... il n'y a pas eu beaucoup de sympathie. Il y a Oliver Asselin, à ma connaissance, en tout cas, qui a protesté contre ce renvoi de ce médecin, mais ça n'a certainement pas suscité un grand débat. Ce qui a suscité un grand débat dans les années 30, cependant, c'est la question des réfugiés juifs. Le Canada est dans une crise économique et certains veulent que le Canada accepte des réfugiés juifs. Et il y a de très fortes oppositions. On a bien connu la période des années 30. Comment un jeune juif de 17 ans était-il affecté par le climat de l'époque? Quelles étaient ses lectures? Je dois dire que je ne lisais pas énormément en yiddish. De temps à autre, oui, mais pour la plupart, je lisais l'anglais. De temps à autre, je lisais des romans en français aussi, surtout un peu plus tard, quand je commençais à terminer mes études secondaires et au début de l'université, je commençais à lire des livres comme 30 Alpha, qui était l'un des premiers classiques, Maréchal de l'Inde, en fait, quelques romans de cette époque, le demi-civilisé de Benjamin. Et je commençais à lire de façon régulière des journaux français aussi. Bien que normalement, le journal de la famille, c'était le Star, qui entrait chaque jour. Mais je lisais régulièrement, à partir de l'âge de 17 ans, à peu près, le jour. Le devoir, je ne pense pas, parce que mon père n'approuvait pas les devoirs. C'était trop nationaliste. Et là, évidemment, il racontait son dicton que gratter un nationaliste, tu trouves un antisémite. Et il y avait toujours quelques incidents. L'affaire d'Armand Laverne. Armand Laverne, qui avait été pendant très longtemps le bras droit d'Henri Bourassa. Après un certain temps, lui, comme d'autres nationalistes de l'époque, sont passés au Parti conservateur. Et je pense qu'il a fini ses jours comme président de la Chambre des communes ou adjoint. Alors, Laverne, un jour, apparemment, a fait un discours que mon père considérait de toute façon comme étant antisémite. Alors, lui a flanqué ça comme preuve. Tiens, tu vois, Laverne, le bras droit, l'ancien nationaliste, regarde ce qu'il dit.
Bon, alors pour moi, c'est de la preuve. Et Adrien Arcan? Ben, Adrien Arcan, c'est plus grave, évidemment. Ça va venir beaucoup plus tard. Quand ça commençait avec des feuilles, des 3 journaux, il y avait le Gobelin, le Chameau, le Miroir. Ça, on les voyait sur les kiosques de journaux. Évidemment, ça créait un remous terrible, parce que à la une, il y avait toujours une caricature du gros juif avec le gros nez et tout ça, et avec des manchettes épouvantables. Alors, ça commençait à semer un peu de la peur aussi, du remous. En même temps, il y avait déjà des manifestations. Des manifestations, par exemple, justement, ce qu'on appelait des carabins, des étudiants de l'Université de Montréal, qui faisaient un jour, je ne me rappelle plus en quelle année, 34, 35, un défilé devant l'oratoire Saint-Joseph en brandissant des pancartes. Là-bas les traces, là-bas les juifs. Et c'était au moment où, aussi d'un phénomène qui était très, très important à l'époque, c'était un mouvement qui s'appelait l'Action libérale nationale, qui était une aile réformiste, nationaliste du Parti libéral, qui contestait le régime corrompu de Taschereau, qui était dirigé par des gens comme Paul Gouin, Philippe Hamel, René Chaloux, quelques autres, Grégoire, le père de Gilles Grégoire, et qui, dans un premier temps, véhiculait le malaise, le mécontentement et la contestation des trusts. Donc, c'était le trust de l'électricité, Montreal Power, qui vendait le gaz et l'électricité, qui contrôlait les travaux et qui était contrôlé par par la haute finance, par la Banque Montréal et la Banque Royale. Herbert Holt, Charles Gordon. Ces deux-là étaient comme les symboles du contrôle omniprésent, omnipuissant de la haute finance. Alors, l'Action libérale nationale, entrant à partir de 1934 et 1935, s'est lancée et a gagné des adeptes, surtout chez les jeunes, très très vite. Et jusqu'au point où finalement ils ont menacé la survie du régime libéral de Taschereau. Et Duplessis, chef du Parti conservateur, a profité pour faire une coalition, mais plus tard, très rapidement, il les a divisés et il a, en fait, s'est accaparé des éléments de l'Action libérale nationale pour en faire finalement l'Union nationale. Mais alors, le climat, et sans doute un certain nombre de ces gens de l'Action libérale nationale qui confondaient le trust juif, haute finance, en fait, qui répétaient les formules, que quand on voit la haute finance et le communisme, ce sont les mêmes. Évidemment, Holt et Gordon, c'était les deux anglo-saxons, les deux WASP. La haute finance, à l'époque, il n'y avait strictement pas un seul juif, ni de près ni de loin. Le seul juif qui était réellement important dans le monde des affaires, c'était Branford. C'était ça. C'est-à-dire à ce niveau. C'est pas comme aujourd'hui où on a des Rachman avec des Bronfman et les Belzberg, Vancouver et quelques autres. Mais à l'époque, c'était même les Steinberg, c'était au début, c'était rien. Il y avait un petit magasin. Pas grand-chose. Alors, mais ça faisait de la démagogie. Et un certain nombre, je pense, de ces nationalistes qui poursuivaient la piste antisémite pour aboutir finalement à Adrien Arcan. Et c'est comme ça que Adrien Arcan a pu se trouver des adeptes, même dans des postes importants. Par exemple, à un moment donné, aux années 30, le maire de la ville de Sorel, qui était nouvellement élu, et lui était identifié. Maintenant, je ne peux pas vous dire à tort et à raison, mais il était publiquement identifié avec Adrien Arcan, comme un sympathisant, sinon militaire. Alors, le mouvement d'Adrien Arcan, et surtout quand il a commencé à sortir son journal, l'unité nationale, l'unité canadienne, je ne sais pas quoi, avec la croix gammée,
ben, Hitler était déjà au pouvoir. Les pogroms avaient déjà commencé en Allemagne. Alors là, on voyait ici même le suppôt d'Hitler. Puis en même temps, il y avait un autre journal qui s'appelait La Nation, dirigé par un bonhomme qui s'appelle Paul Bouchard, qui aussi était fasciste, sauf plus du côté Mussolini. Et il y avait toutes sortes de mouvements, Jeune Laurentien, où je crois c'était Barbeau qui militait. Et il y avait un genre de foisonnement, de groupuscules, de mouvements qui se réclamaient de la nation, du nationalisme canadien, québécois. Puis à l'Église, il y avait aussi des membres du clergé, pas beaucoup, mais il y avait un certain nombre qui donnaient des discours, des sermons de la chair, contre, en fait, de teneur antisémite, célèbre Abbé Gravel, lui est à Bois-Châtel, je crois, près de Québec. Il y avait un certain nombre de ces chansons. Évidemment, ce qu'on ne savait pas encore, c'était cette société secrète de l'ordre de Jacques Cartier, qui sera dévoilée plus tard exposée par le sénateur Bouchard. Mais quel était l'impact de tous ces mouvements? Bien, pour moi et pour un certain nombre de mes copains, l'impact était à la fois peur, colère et un genre de renforcissement de nos idées de contestation. Que le système actuel est condamné, c'est corrompu, et ça ne peut mener qu'au fascisme. Donc, il faut résister. Est-ce que l'antisémitisme d'Adrien Arcand se rattache à une certaine intolérance de l'époque? Oui, ça, je pense que l'antisémitisme de Arcand, il y a l'antisémitisme en général qui est très vieux et qui est multiforme, qui s'est développé dans bien des pays. Mais si on parle de l'antisémitisme d'Arcand dans les années 1930, je pense qu'on ne peut pas faire abstraction du contexte où se développe ce phénomène. Qu'il y ait eu de l'antisémitisme avant Adrien Arcand au Québec, c'est certain. Il y en a eu. Cet antisémitisme avant les années 30 n'a pas fait de grands problèmes, n'a pas marqué les gens. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire du Québec, que cette histoire-là soit écrite ou par des Juifs ou par des francophones canadiens français, c'est surtout dans les années 30 qu'on est sensible au phénomène. Et c'est pas par hasard. C'est l'époque de la grande crise économique. C'est une époque où on a jusqu'à 20-25% de la population active qui est en chômage. C'est une époque de grande misère. Et c'est pas pour rien non plus que ça se développe surtout à Montréal, parce que Montréal comprend une grande partie de la communauté juive canadienne à l'époque. Et les Juifs à Montréal, ils sont installés depuis longtemps, ils sont visibles, ils sont actifs dans la communauté, mais d'autre part, ils ne sont pas très puissants. Malgré le mythe qu'on peut entretenir à ce sujet, les immigrants juifs qui sont venus au début du siècle sont et à la fin du 19e et au début du siècle, sont des immigrants qui souvent ont été chassés d'Europe suite aux persécutions, qui sont arrivés ici, qui ont gagné leur vie comme ils ont pu, qui ont travaillé dans des manufactures de vêtements, qui ont eu des petits commerces, des petites choses qu'ils ont montées peu à peu. Mais il y a là aussi une explication pourquoi l'antisémitisme, c'est que les Canadiens français
au Québec, en particulier pendant les années 30, sont un peuple qui est soumis à une dure misère. Ils ne sont pas les seuls à remarquer, mais enfin, ils sont particulièrement affectés par la crise. Et le bouc émissaire par excellence, ce n'est pas l'anglais qui est vraiment le puissant, mais c'est celui qui est le petit, qui est le concurrent, qui est près de soi. Remarquez qu'au 19e siècle, le bouc émissaire ou l'adversaire, c'était souvent l'Irlandais, hein, parce que l'Irlandais, Canadien,